plus de 95% des Guadeloupéens et de 92% des Martiniquais sont contaminés par le chlordécone. Madame Patricia, dites-moi plus, s'il vous plaît. Alors, je me présente, Patricia Moutanda, je suis secrétaire du collectif des ouvriers agricoles. Et comme le disait le président, M. Sérénus, nous avons mené au collectif, nous avons mené une enquête. Et cette enquête nous a permis de voir quels sont les produits interdits que les ouvriers agricoles ont utilisés. Et à partir de tous ces produits, nous avons constaté, comme vous disiez tout à l'heure, que tout cela provoquait des problèmes de santé. Donc, bien sûr, sous la fiche d'enquête, il y avait le problème de santé et il y en avait qui en a jusqu'à présent cancer de la prostate, cancer de la thyroïde, cancer du sein. Enfin, il faut énumérer tout type de cancer qu'ils en ont. Les bas et les airs, John, on dit mogo, pas mogo, on dit floco, pas floco. Disons-nous les choses, aujourd'hui je suis entouré d'hommes et de femmes, de grands hommes et de grandes femmes. Je suis avec Monsieur Chacha, à ma gauche. Comment vas-tu? Ça va très bien. Tu vas bien? Ouais. Et tu commences à être un habitué de ces locaux, de cette émission. Ouais, là, ça commence. C'est comment? Troisième fois. Troisième fois. Troisième hein fois. On n'a pas fini encore. On n'a pas fini, on se revoit après encore pour. Ouais. Comment ça va depuis? Ça va très bien. Tranquille. Ouais. Tout va bien. Toujours. Vidéo, s'il te plaît, monsieur. Marcher sur les routes pour alerter sur les ravages du chlordécone. C'est le défi que se sont lancés Lilis, martinico-guyanaise, et son compagnon Chacha. Partis de la région parisienne le 30 juillet, ils ont déjà parcouru plus de 300 km. Objectif, Toulouse pour la fin du mois d'août. Regardez ce reportage aux alentours de Nantes. C'est sur les bords de la Loire, à son plus bas niveau, que l'on retrouve Lilith et Chacha. 35 km prévus pour l'étape du jour, sous des températures qui dépassent les 36 degrés à l'ombre. Un défi sportif, mais aussi symbolique. Tout le parcours était en fonction des marathons. Les marathons, c'est 40 km en 3 heures. Nous, on le faisait en une journée. Pour des personnes qui ne sommes pas... on est des sportifs, mais on n'est pas des pratiquants, on ne fait pas partie de club ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que c'était vraiment symbolique de se dire on fait un marathon. Parce que le combat du chlordécone est tellement compliqué, est tellement difficile que oui, c'est un marathon. À la mi-journée, la pause s'impose, notamment pour recharger les appareils électroniques. Important, sinon on ne tient pas. Un des objectifs de leur marche, c'est d'informer les gens qu'ils croisent sur les dangers du chlordécone. Et leur phrase d'introduction est déjà bien rodée. On marche pour parler du chlordécone et du cancer. Et on a remarqué quand on parlait directement des maladies et du cancer, ça interloquait beaucoup plus les personnes. Parce que dire le chlordécone, pour eux, les gens ne savent pas du tout. Et quand on parle du cancer lié au chlordécone et du coup lié à la production de bananes... Monsieur Chacha et Lilith, en 2022, ont mené une marche pour alerter sur le scandale du chlordécone. C'était en 2022. C'est ça. Alors c'est suite au... J'aime bien le rappeler, j'aime bien le préciser. C'est suite... alors Lily n'était pas là aujourd'hui, elle est très malade. Hein. Elle aurait vraiment voulu participer. On l'excuse. Voilà, super. Donc c'est suite à sa reprise d'études. Et c'est suite... pendant sa reprise d'études, elle a eu un mémoire à faire. Le chlordécone, scandale et controverse. Et donc dans ce cadre-là, elle a fait énormément de recherches. Elle a eu l'occasion justement de rentrer en contact avec Monsieur Sérénus et Patricia. Et dans ce cadre-là, justement, qui est le président du collectif, et on y reviendra après. Et dans ce cadre-là, justement, elle s'est posé la question de comment intervenir vraiment, comment travailler ensemble, et pour des problématiques, pour plein de choses, pour pouvoir faire avancer les choses, pour pouvoir surtout amener le sujet qui soit davantage visible. C'était le but premier, et ça découle vraiment de son mémoire qu'elle a fait justement sur le chlordécone.
Et donc à l'issue, on est rentré en contact, on a fait la marche ensemble. Je dis ensemble parce qu'ils ont été avec nous tout le temps. Ça veut dire des appels, ça veut dire du soutien. Quand il y a des semelles qui ont craqué et que madame a marché pieds nus une journée quand même, hein, elle ne le dit pas, mais donc voilà. Donc suite à tout ça, effectivement, on a fait la marche, 960 km. Et nous voilà. Les ouvriers agricoles sont à l'origine des premières contestations liées à l'utilisation des produits phytosanitaires, puisque le troisième point de revendication lors de leur grève de janvier-février 1974 consistait en l'interdiction des produits toxiques dans les bananeraies. En dépit des négociations qui se sont déroulées après qu'ils aient été fusillés à Chalvet, cette revendication n'a pas été satisfaite. S'ils avaient été écoutés, la catastrophe sanitaire n'aurait pas eu lieu ou n'aurait pas été de cette ampleur. L'État est donc directement responsable de cette catastrophe environnementale, sanitaire et sociale. Extrait du mémorandum et revendications. Et je suis à ma droite avec monsieur Yvon Serenus, c'est ça, accompagné de Patricia Mutanda. Vous êtes les responsables du collectif des ouvriers agricoles empoisonnés par les pesticides. Oui. C'est bien ça. Oui, je suis l'un des responsables. J'aime pas dire président, je dis je suis l'un des responsables. Alors, le collectif a été créé à l'initiative des ouvriers agricoles. C'est notamment ceux qui ont mené la grève de 1974. Et dès 1972, dans leur cahier de revendication, il y avait suppression de l'ensemble des pesticides dans l'agriculture en Martinique. Ils n'étaient pas scientifiques, mais c'était le bon sens. Puis ils voyaient c'est ce qui se passait. Il n'y avait plus d'insectes, il n'y avait plus rien. Et il y a beaucoup d'ouvriers agricoles qui tombaient sous les champs de bananes. Et là, ils ont rédigé cette revendication. Mais comme vous l'avez dit, cette revendication n'a pas abouti puisque ils ont mené l'état armé contre les ouvriers agricoles. Ils ont tué Ilmani et ils ont torturé Marie-Louise sous la plage de Chalvet. Et là, ça fait 50 ans. Et là, il y a des manifestations culturelles, tout ça, durant tout ce mois de février. Puisque ça s'est passé là à Saint-Valentin. Ils ont assassiné les deux ouvriers agricoles. C'est une habitude du pouvoir colonial d'assassiner les ouvriers agricoles. En 1900, il y a eu le boulevard des fusillés au François, il y en a beaucoup. Et, il y a des gens qui parlent d'une 60aine de personnes. Et il y a 1961 au Lamentin, il y a Bassignac, et puis on arrive en 1974. Et là, moi je pense que dans l'imaginaire des Martiniquais, ils ont dit plus jamais ça. Et pour l'instant, il n'y a pas encore eu d'ouvriers agricoles assassinés depuis après 1974. Voilà. Et puis le collectif, à la création du collectif le 29 décembre 2019, on a mis en place ce mémorandum, plus le préambule qui dit les gros planteurs de bananes, petits-fils d'esclaves, esclavagistes, doivent reconnaître le crime qu'ils ont commis envers le peuple martiniquais. C'est ça le préambule. Et puis, on a tout de suite commencé à voir comment on peut faire une enquête. On a mené une enquête sur 1500 personnes. Et les 1500 personnes, tous ont des pathologies qui est liée à l'empoisonnement. Les médecins martiniquais, il y a plusieurs médecins qui travaillent sur ça, ils ont regardé l'enquête. Et puis, l'enquête a été montée par un médecin épidémiologiste qui s'appelle Anne-Marie Dumontieu. Anne-Marie Dumontieu, elle est du nord de la France, c'est une Française,
mais elle est arrivée en Martinique dans les années 70 pour la question la bilharziose. C'est un parasite qui était dans les rivières en Martinique. Elle a pu résoudre ça avec Gauss Malsa et puis d'autres scientifiques. Et après, elle est partie en Haïti pour faire pareil, et par la suite au Venezuela. Et puis elle est retournée comme médecine scolaire en Martinique. Et là, elle a comme médecine scolaire, elle a tout compris, puisque elle soignait les enfants, elle consultait les enfants. Et elle a tout compris que c'est un truc qui est très très dangereux. C'est la première dame qui a tiré la sonnette d'alarme, puisque elle voyait les enfants garçons naissaient avec le sexe déformé. Et les filles avaient la précocité des règles à 6 ans, 7 ans. Et ça, c'est dans ce cadre-là on a mené l'enquête. Et puis, dommage, Anne-Marie, lorsqu'elle a construit sa maison, c'était la Sabane, et un béquille qui s'appelle Plissono a mis de la banane tout autour de sa maison. Et il y a eu l'épandage par avion, par des fongicides. Elle a eu un cancer de poumon. Et puis, durant la période Covid, elle est décédée. Mais c'est une dame qui comptait beaucoup pour le collectif des ouvriers agricoles et les enfants qui y sont empoisonnés. Rentrons dans le vif du sujet, même si on y est déjà rentré. Comme ça nous permettra de donner la parole à Madame Patricia Mutanda. L'économie de la Martinique repose majoritairement sur la monoculture de la banane destinée à l'exportation. Le choix d'une agriculture extensive et productiviste mettant en avant la rentabilité au profit des investisseurs a impliqué l'épandage de toutes sortes de produits phytosanitaires, dont l'un ayant été mis en avant par l'actualité, à savoir le chlordécone. Le chlordécone, substance active ayant composé des pesticides organochlorés ultra toxiques et ultra persistants dans l'environnement, ont été massivement utilisés officiellement durant plus de 20 ans entre 72 et 93, sous les noms commerciaux de Kepone, de Curlone et de Musalone, afin de lutter contre le charançon du bananier. En France, dès 1968, la commission d'études de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture avait préconisé l'interdiction du produit en raison de ses dangers potentiels pour la santé humaine au vu des études menées sur des animaux de laboratoire. En 1975, la toxicité du chlordécone était connue. En effet, un accident industriel survenu à l'usine de Hopewell en Virginie a entraîné l'arrêt définitif de son utilisation aux États-Unis, l'interdiction de sa fabrication, de sa distribution et de son utilisation dès 1977. Une trentaine d'ouvriers intoxiqués ont développé un ensemble de symptômes regroupés sous la dénomination de syndrome du Kepone, caractérisé par des troubles neurologiques, tremblements, perte de mémoire, troubles oculomoteurs et de l'élocution, ainsi que des atteintes testiculaires et hépatitiques pour certains. Banni aux États-Unis dès 1977, classé cancérogène, possible pour l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en 1979, la France a attendu 1990 pour décider de son interdiction, soit 20 ans après la découverte de la toxicité de la molécule. En 1993, pour l'étendre aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, après 3 ans de dérogation obtenues suite à de la demande pressante du lobby des producteurs de bananes, notamment via le président du SICABAM, Yves Ayot, lequel était également le distributeur exécutif de spécialités à base de chlordécone en Martinique et en Guadeloupe. Après ce long récit, ma question est la suivante. Plus de 95% des Guadeloupéens et de 92% des Martiniquais sont contaminés par le chlordécone. Madame Patricia, dites-moi plus, s'il vous plaît. Alors, je me présente, Patricia Mutanda, je suis secrétaire du collectif des ouvriers agricoles. Et comme le disait le président, M. Sirinus, nous avons mené au collectif, nous avons mené une enquête. Et cette enquête nous a permis de voir quels sont les produits interdits que les ouvriers agricoles ont utilisés.
Et à partir de tous ces produits, nous avons constaté, comme vous disiez tout à l'heure, que tout cela provoquait des problèmes de santé. Donc, bien sûr, sur la fiche d'enquête, il y avait le problème de santé et il y en a jusqu'à présent cancer de la prostate, cancer de la thyroïde, cancer du sein. Enfin, il faut énumérer tout type de cancer qu'ils ont. Et cela nous a permis, de par toutes ces maladies que nous avons vues, puisque un produit est dangereux qui ne devait pas être dans le pays, puisqu'ils l'ont interdit ailleurs, bien sûr, les gros ont décidé de faire autrement et de dépendre de ce produit, de faire en sorte que les ouvriers agricoles utilisent ce produit sur leur lieu de travail. Sans protection, sans masque, sans rien du tout. Et c'est le cas de mon époux qui a perdu sa vie et d'autres encore perdent leur vie dans tout cela. Donc tout ça pour dire que ce sont des produits dangereux, ce sont des produits qui ne devaient pas se faire, d'autant plus que c'est pour la monoculture, puisqu'en Martinique, c'est que la banane qui mène, il n'y a pas de diversité, rien du tout. Et on continue à mourir. À un moment donné, on a fait en sorte que ça cesse, cette histoire d'épandage par le fongicide. Et ils l'ont fait, mais ils le font quand même à même le sol. Et pour autant, il y en a quand même qui souffrent. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui habitent, des ouvriers agricoles, des riverains qui habitent pas loin des champs de bananes. Et quand ils sèment le fongicide pour essayer de tuer, d'après ce qu'ils disent, eh bien, les riverains sont malades, sont dans un état critique. Donc voilà un peu en gros ce qu'on peut dire concernant la fiche d'enquête que nous avons retirée. Et c'est ce qui nous a permis par la suite de faire en sorte qu'il y ait 11 points de revendication. Parce que non seulement ils travaillent dans des conditions critiques, leur santé est en danger, leur revenu est minable, leur retraite est minable. Donc, nous avons demandé à ce qu'on puisse mettre au moins leur retraite à 1 000 €. Nous avons demandé à ce qu'il y ait une épicerie afin de manger sainement. Nous avons fait en sorte qu'ils puissent être indemnisés et pour l'anxiété, l'angoisse, tout. Nous avons demandé à ce qu'on puisse supprimer cette histoire de taxe foncière pour le fait qu'ils perçoivent combien 500 € de retraite. Il y en a même qui touchent 150 € de retraite. Et pourtant, on leur demande 1 500 à 2 000 € de taxes foncières à payer. Donc, on a demandé à ce qu'on puisse leur enlever cela. Nous demandons aussi à dépolluer la terre et puis réparation. Soigner tous les ouvriers agricoles qui sont malades. Donc, en gros, c'est un peu ça que nous avons travaillé jusqu'à nos jours et nous continuons à travailler là-dessus pour pouvoir aller un peu plus loin. On parle de cordon ombilical. Oui. Apparemment, il y aurait clairement, il y a une contamination qui se fait par le biais du cordon ombilical. Est-ce que qui peut m'en parler? Les médecins de Martinique, notamment Mme Jospelage, qui est pédiatre, elle a trouvé dans un cordon ombilical des ouvriers agricoles ou non ouvriers agricoles un taux de chlordécone très important à l'accouchement. Et c'est là que les bébés s'empoisonnent. Et qu'est-ce qui se passe? Dernièrement, vu les recherches qu'elle a fait, tous ces enfants-là qui sont nés dans le cordon ombilical, il y a eu du chlordécone, et bien ils auront un cancer de la prostate très très jeune. Les enfants garçons, ils ont un cancer de la prostate vers 40 ans, quarantaine d'années. Et on a vu ça sur le terrain du côté de Nord-Martinique, au Mont-Rouge. On a mené l'enquête là. Il y a beaucoup d'enfants qui sont nés comme ça et ils ont des cancers de la prostate assez fulgurants. Et c'est là où on parle des morts prématurées. Et les morts prématurées, c'est des gens qui décèdent dans les 40 ans, 50 ans, 46 ans, comme M. Moutanda. Et puis, il y a plusieurs personnes
qui sont, à part le cancer de la prostate, ils ont d'autres pathologies liées au cordon ombilical. Alors ça entre dans le cadre de génocide par substitution, puisque les mères en Martinique ne arrivent pas à faire des enfants. Il y a très peu de Martiniquaises qui arrivent à faire des enfants. Là, vous parlez de stérilité, c'est ça? Hein? Comme dit, des mères en Martinique ont du mal à faire des enfants, c'est-à-dire qu'elles sont stériles, c'est ça? Oui, ça, oui. Le chlordécone mais il y a beaucoup d'accouchements prématurés, il y a beaucoup de fausses couches, et il y a ceux qui arrivent à faire des enfants en Martinique, ce sont nos camarades de la Caraïbe, notamment les Haïtiens. Et comme ils n'ont pas été empoisonnés fortement, et ils n'étaient pas encore en Martinique, et là on voit il y a beaucoup d'Haïtiens femmes haïtiennes qui font des enfants. Et les femmes martiniquaises, il y en a très peu qui arrivent de faire des enfants, sinon le calvaire. Et il y a le docteur de la mère enfant, docteur Nbou, il nous a dit sur 10 femmes qui viennent en consultation, peut-être 1 ou 2 il peut faire des enfants. Sinon, le reste, c'est des fausses couches à répétition. La secrétaire adjointe du collectif, entre elle et son frère, sa mère a fait 7 ou 8 fausses couches. Et c'est pourquoi ils ont un écart de vie très important. Alors, la Martinique se dépeuple, puisque on ne peut pas, vu le taux d'empoisonnement du peuple martiniquais, et puis il y a les décès en Martinique a fait un bon exponentiel, et il y a on a remarqué quelque chose lorsqu'on a mené on a fait une pétition, et chaque commune qu'on allait le samedi et le dimanche pour faire signer cette pétition, eh bien on y dit ah oui, mais c'est un ouvrier agricole qui est décédé là. Ouais. Et c'est des gens qui décèdent vers 50 ans, notamment à Sainte-Marie. Donc du coup, c'est l'espérance de vie est moins grande l'espérance de vie a chuté énormément en Martinique, parce qu'en Martinique, dans les temps de mes parents, il y avait beaucoup de centenaires. Et c'était l'un des pays, il y avait département français, il y avait plus de centenaires. Et là, il y a quelques centenaires, mais et puis le chlordécone. Et lorsqu'on est empoisonné, les gens, on ne décède pas tout de suite. On peut rester 10 ans avec toutes les pathologies, et puis c'est une souffrance énorme. Ma mère était ouvrière agricole. Elle a eu cette lymphome à 55 ans. Et bien, elle partait. La caisse de maladie Martinique l'a envoyée à Dax en cure. Elle allait en cure. Et en sortant en cure, ça va, ça allait. Mais après 6 mois, c'était reparti. Et puis un moment, elle en a essayé de chaque fois prendre l'avion, aller machin, elle a baissé les bras. Et puis elle est partie assez vite. Alors, et c'est ce qu'on trouve dans le quartier que j'habite en Martinique. Et puis j'habite dans un triangle de 3 habitations. Et tous les ouvriers agricoles, et puis ceux qui n'étaient pas ouvriers agricoles, les ouvriers agricoles, ceux qui n'étaient pas ouvriers agricoles, ils sont là. J'en connais plusieurs qui ont 92 ans, 100 ans. Mais ceux qui étaient ouvriers agricoles, ils décèdent très tôt. Et alors c'est cette image-là que je vois en Martinique. Et la question soins. Et les ouvriers agricoles notamment, et puis le reste du peuple martiniquais, les riverains, des habitations, tout ça, il n'y a pas que les ouvriers agricoles, et puis ceux qui vont faire du sport dans les champs de bananes, tout ça c'est dangereux. Eh bien, il n'y a pas
on a mis en place un centre régional de pathologie et maladies professionnelles et environnementales, dirigé par le professeur Daborésia. Mais l'État ne met pas les moyens pour que ce centre puisse fonctionner d'une manière homogène et pour soigner d'une manière globale les ouvriers agricoles. Je donne un exemple. Il y a une dame qui a 9 microgrammes dans son corps. Et bien, ces 9 microgrammes, c'est très dangereux. Parce que Santé publique France dit, c'est 0,40 microgrammes, on peut vivre de manière correcte. Mais les médecins martiniques disent c'est 0, c'est pas 0,40, c'est 0. Alors, cette dame-là qui a 9 microgrammes dans le sang, eh bien, l'ARS envoie chez elle une nutritionniste pour dire comme quoi c'est pas la peine d'aller dans le centre dirigé par le professeur Dabarouzière, ils vous font peur là. Tout ça, c'est mise en danger la vie d'autrui. Et c'est là qu'on y est. Chacha, qu'est-ce que tu évoques tout ce qu'ont dit monsieur et madame au vu du fait qu'en vérité vrai, je sais que Grace, tu n'aimes pas ça, que je dise en vérité vrai, mais en vérité vrai, les produits qui ont été exposés à ce pesticide ont été aussi importés, enfin en tout cas ont été importés en Occident, et du coup il y a aussi de la contamination en Occident. Justement, alors, il y a deux choses. Enfin en Occident, je veux dire, en métropole, je veux dire. Oh, ouais, tout à fait. Non, Occident, France occidentale, c'est très bien aussi. Non, c'est... Ouais. Wow. Oui, bon. Mais, alors bien sûr, Yvon, vous me reprenez si je me trompe, mais ce que ça m'évoque, c'est que premièrement, comme c'est dit dans le mémoire de Lilith, je fais un petit coup de pub, on mettra tôt ou tard en ligne sur son site. Mais comment dire, la monoculture de la banane, c'est que pour que nous ici, c'est pour ça que c'est important que tu dises Hexagone, nous ici, Français d'Hexagone, on mange des bananes au dessert. Déjà, quand on prend conscience de ça, que tout ce qui vient d'être décrit là, c'est pour que nous on ait des bananes, c'est une première chose. La deuxième chose qui m'a alerté moi directement quand je suis rentré, quand j'ai appris ça, parce qu'ici on n'est pas informé si on ne va pas chercher l'information, c'est la grosse différence qu'il y a entre le droit d'un ouvrier de l'Hexagone et d'un ouvrier agricole d'outre-mer. Sachant que j'ai appris grâce à M. Serenus que déjà l'ouvrier agricole de base n'avait pas la retraite la plus haute, déjà de base, mais qu'en plus de ça, il y a une sous-catégorie, et je dis bien sous-catégorie, malheureusement, tout ce qui est énoncé le démontre, ou c'est encore pire, quand on entend les retraites de certaines personnes, il n'y a pas de... Après, grâce aux travaux de Malcolm Ferdinand, qui est chercheur au CNRS, qui a beaucoup planché dessus, qui a beaucoup parlé de tout ça, on apprend qu'il y a cette tolérance de 0,4. À travers le reportage aussi qu'on a pu voir de Canel, Décolonisons l'écologie, il y a d'autres informations qui remontent, et ce dont je me souviens, et vous me dites si je me trompe, c'est que déjà, quand les bananes sont importées ici en Hexagone, elles sont importées avec cette tolérance de 0,4. Il y a une espèce de... Alors c'est peut-être pas ça l'histoire, il y a une tolérance de... Le premier étage, je crois, n'est pas envoyé. Non, ils ont mis LMR, maintenant c'est envoyé en France. Ah, maintenant c'est fait. Mais oui, il y a quand même eu ça a quand même existé, là, ce que j'allais dire. C'est-à-dire que les étages supérieurs étaient envoyés parce que moins contaminés, moins proches du sol. Et généralement, il y avait, je ne sais pas s'il y avait un accord donné pour l'ouvrier agricole, je ne sais pas comment ça s'est organisé ça. Mais on laissait sous-entendre que le premier étage n'était pas trop à envoyer. Donc, ce qui est grave... Ce qui m'alerte le plus, en fait, c'est l'ensemble de ces sujets-là. Ça veut dire que si on se dit en France, alors là, on est tous obligés de se rendre compte qu'il y a des ouvriers qui ne sont pas respectés. On a entendu parler d'État colonial, ce sont des mots qui peuvent faire peur à certains individus, mais quand on regarde la réalité en face, on n'est que forcé de le constater. Donc c'est une réalité qui est là. Je pense que c'est tout cet ensemble. Et j'aimerais donc du coup que... il y a une prise de conscience un petit peu nationale, j'ai envie de dire, que les gens réalisent ce qui se passe, et que dans une prise de conscience nationale, on se dise on boycotte ça. On boycotte ça, on rend la terre au peuple, à qui elle appartient, et voilà.
Oui. Simplifié. Je vous en prie. C'est ce qui la banane qui est importée en France. Il y a un docteur guadeloupéen qui D'ailleurs, j'ai une jolie banane là. Juste là. Je tiens à le dire. Je après, il y a un docteur guadeloupéen qui a déclaré c'est un déchet toxique. Il ne faut pas le manger. Parce que ils ont mis en question MLR, le truc minimum. Ils ont modifié le truc, c'est pour faire de l'argent. Parce que les 2 premiers mains du haut, c'était les plus belles, les bananes beaucoup plus grosses, ça pesait beaucoup plus, et on ne pouvait pas les commercialiser. Attendez, est-ce que vous pouvez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas votre jargon en tant qu'ouvrier agricole. Quand vous parlez de mets, tout à l'heure vous parliez d'étages, c'est quoi exactement tout ça? C'est les 2 premiers. Les 2 premières pattes en haut. du régime de banane. Ceux qui sont en haut. Okay. Il y a un taux de chlordécone très important là-dedans. D'accord. Et le reste qui suit en bas, en a beaucoup moins. Okay. Toutes les bananes, j'avais mal compris. Toutes les bananes ont des chlordécone. C'est-à-dire que les bananes qui sont transportées de la Martinique jusqu'en Occident, c'est-à-dire éventuellement cette banane, oui. Elle a chlordéconné, si puis-je dire. Oui, c'est ça. Il y a un taux de chlordécone là. Vous savez que depuis que je suis au courant de tout ça, je mange des bananes régulièrement, mais j'ai peur de manger des bananes. Oui, c'est parce que le docteur guadeloupéen, il a dit c'est un déchet toxique. Ok. Reste loin. Très loin de moi. C'est le chlordécone. Reste très loin de moi. Il y a des bananes. Moi, j'ai des bananes plantées chez moi. J'aime beaucoup ça en plus. Ces bananes-là, je mange. Okay. Mais les bananes qui sont faites dans la monoculture, je ne le mange pas. Du coup, quelles bananes devrions-nous aller récupérer lorsqu'on va en magasin? Parce qu'en magasin, souvent, il y a des bananes bio. Oui. Il y a des fois souvent marqué banane issue de la Martinique. Oui. Du coup, lorsqu'on est dans un magasin et qu'on s'apprête à manger de la banane qui vient de la Martinique, oui. Il est préférable de ne pas... Oui, en Martinique, dans le nord de la Martinique, il y a une exploitation de la houcherie qui fait des bananes bio. Okay. Mais est-ce que c'est vraiment bio? Parce que l'épandage qu'ils font, le vent ramène tout ça sur... Il y a tout de suite à côté, le mitoyen, il y a des bananes hautement empoisonnées. Alors, les bananes bio, je n'y crois pas tellement. Donc, du coup, clairement, si la banane vient de la Martinique, mieux vaut pas la consommer. Il vaut mieux pas la consommer. Okay. Donc là, moi, il fait peur. Là, Si vous voulez vraiment manger une banane saine, il faut venir en Martinique, avoir votre petit terrain qui n'est pas pollué de chlordécone, et vous êtes sûr de pouvoir manger une bonne banane. Okay. Parce que en Martinique, sachant que c'est des bananes qui sont contaminées, les bananes qu'on mange, c'est des bananes sans engrais et qui mûrissent très bien, et on en mange et on est tranquille. Ouais. Mais cette histoire de banane bio là, je n'y crois pas tellement. Okay. Et cette banane-là, qui vient de la production intensive, il y a environ une soixantaine de molécules dans cette banane-là. Il n'y a pas que le chlordécone, il y a le fongicide et chlordécone. C'est un dérivé des cheminées pétrole, parce que tous les pesticides, c'est dérivé de pétrole. Et c'est du benzène. Et benzène, c'est un truc, tous les benzènes sont cancérigènes. Et là-dedans, il y a beaucoup de benzène. Les fongicides, tout ça, il y a 62 molécules qui sont semées dans la banane en Martinique. Et ça, c'est toujours dans la terre, c'est toujours dans l'air. Et alors, c'est pourquoi le monsieur a déclaré que c'est un déchet toxique. Comme je vous l'ai dit en off, j'ai grandi à Grigny, dans un quartier qui s'appelle l'Ellipse. Un quartier où, à Grigny, comme dans d'autres villes, les offices HLM ont fait en sorte de mettre les gens par quartier. Enfin, en tout cas, par quartier, ils ont mis les gens par origine. Et du coup, moi, j'ai grandi dans le quartier des Antillais. Donc, je suis très au fait de la nourriture, du langage, pagna... Pas de problème, voilà. Je suis très au fait car j'ai entendu ça depuis que je suis petit. Je vais au baptême, je vais aux fêtes. Et du coup, j'ai été en Martinique aussi avec ma classe en 89. On est resté 3 semaines avec toute une équipe de gars avec qui on est encore en connexion aujourd'hui. Mes gars du CDR à l'Ellipse, dédicace à vous. Et on se rend compte aussi que pourquoi ce pesticide
pourquoi on a continué à, à manipuler ce pesticide aux Antilles. Ma question est la suivante, on sait que grâce aux Antilles, la France dispose de l'espace maritime, je crois le 3e espace maritime, je crois que c'est deuxième. le deuxième, Ouais, le deuxième, persuadé de ça. le deuxième espace maritime le plus grand au monde. Et du coup, il y a des droits de douane, c'est de l'argent tout ça en vérité. Et du coup, on sait que via cet état de fait et l'autre état de fait qui est que ancienne colonie, aujourd'hui c'est la carte postale de la France qu'on pourrait appeler tropicale, ce sont les Antilles, donc il y a du tourisme. On sait que, on l'a évoqué tout à l'heure aussi en off, il y a eu des grèves. Enfin, en tout cas, il y a eu des révoltes. On parle beaucoup de mai 68, mais il y a eu mai 67, il y a eu 74 en Martinique, mai 67 en Guadeloupe. Est-ce que le fait d'avoir, laissé cet état de fait, c'est-à-dire le chlordécone perdurer, est-ce que c'est pas à cause d'un manque d'estime de la population qui vit dans ces endroits-là? Oui, manque de considération. C'est exactement ça. Et puis, c'était pour faire l'argent facile. Parce que, et ça continue. L'empoisonnement continue. Parce qu'on a sorti tout dernièrement, ils puisent l'eau des rivières, des ravines et des bassins attenants. Et cette eau est hautement contaminée en chlordécone et divers pesticides. Et c'est pourquoi cette banane-là est totalement empoisonnée. Alors tout ça, c'est pour faire de l'argent, parce qu'avant, les bananes à côté de chez moi, ça prend 9 à 10 mois pour qu'on puisse récolter. Mais dans ces seules bananes-là, c'est 5 mois. Il y a des super actifs dans ces bananes-là pour que ça puisse, dans 6 mois, 5-6 mois, ils récoltent déjà. Alors c'est pour faire l'argent facile. Et puis en même moment, ils empoisonnent le monde entier avec cette banane. Et puis la monoculture en Martinique, c'est pas uniquement pour produire la banane. Et ces messieurs, ils veulent pas sauver la banane, ils veulent sauver leur subvention, le POSEI. C'est 6 familles qui touchent 80 millions de POSEI, c'est un gros RSA. RSA c'est 6 familles. Et puis le reste, la diversité, ils ont ceux qui font les maraîchers, tout ça, ils ont presque rien. Et en plus, ces messieurs touchent aussi pour la canne. Alors, des moments, il y a un cyclone, ils demandent un rallonge. Mais les pêcheurs souffrent énormément de ça, parce que le baie de Fort-de-France, c'est l'endroit qui, c'était la mercerie de la mer Caraïbe. Eh bien, maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de poissons, il n'y a plus rien. Et baie Fort-de-France est hautement empoisonné. Pourquoi? Ces messieurs, au lieu d'aller retourner les produits chlordécone pour qu'on puisse les faire mettre dans un four à 2000 degrés, eh bien, ils allaient à la trompeuse, ils mettaient tout ça sous le chariot du tracteur et puis ils allaient à la trompeuse pour déverser tout ça là. Et c'est ce qui a empoisonné le baie de Fort-de-France. Et puis en plus, baie de Fort-de-France, c'est dans un bassin versant, qui est toute l'eau qui sort dans les exploitations de bananes, il descend directement le baie de Fort-de-France. Et ça, là, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de crabes, il n'y a plus de huîtres, il n'y a plus rien. C'est mort. Dernièrement, il y a un gars qui... c'est marqué, il ne faut pas pêcher. Et il y a un gars qui était là en train de garder. Alors, le garde forestier arrive, il dit, monsieur, il ne faut pas pêcher là. Le gars dit, mais il ne faut pas pêcher, mais il n'y a plus rien. Vous avez c'est pas la peine de... C'est pas, je ne suis pas en train de pêcher, mais je suis en train de regarder si je vois la vie est là-dedans. Il n'y a plus de vie dans les mangroves. Madame Patricia, je réitère ma question et je l'alimente avec le fait qu'en off, on a aussi parlé du Bumidum, ce dispositif qui a permis à bon nombre de gens issus des Antilles de venir en France
avec toute la désillusion que ça... Je vous vois sourire parce que, voilà, on le sait, il y a toute une désillusion lorsque les gens sont arrivés ici et on leur a promis des choses et, comme on dit chez nous, carottes. Et on sait aussi qu'à un moment donné, aux Antilles, ceux qui sont à l'origine des, les plus grosses entreprises, ceux qui gèrent les plus gros commerces, voilà, tels que la famille Ayot, qui sont... Ayot. Ayot, c'est ça. Ayot, qui sont plus communément appelés des béquets, qui sont des anciennes familles, esclavagistes, qui aujourd'hui ont un contrôle sur les Antilles. Que vous évoque tout ceci par rapport à ma question que je réitère, c'est-à-dire ce manque de considération qu'on a, en tout cas que l'État français a vis-à-vis des populations antillaises noires. Vous savez, hein, quand je dis toujours ça, le méchant prospère. Comme dans Dallas, JR, il a vécu longtemps. Le méchant prospère, et quand on est riche, rien n'est interdit. Tout est permis. C'est du n'importe quoi. On aura la preuve on a dit que le chlordécone était interdit ailleurs, et pourtant ils ont fait en sorte qu'il arrive en Martinique. Qui c'est qui a fait arriver en Martinique? Ce n'est pas nous, hein? C'est les gros. C'est eux qui détiennent le monopole de tout ce qu'il y a en Martinique, c'est eux. Donc c'est pas étonnant qu'on se retrouve dans ce genre de situation. Le bibidome, je ne le dis pas très très bien puisque je n'ai pas vécu cela, mais je sais que mes parents, j'ai dû avoir des parents qui ont subi ce genre de voyage et pourtant ils n'ont pas été bien reçus en France. Il y en a qui ont cru avoir une vie meilleure, mais ce n'était pas le cas. Mais ça existe toujours en Martinique où que c'est eux qui mènent et puis nous sommes là, nous acceptons tout. On n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Et puis, on se laisse avoir. Pour revenir aux ouvriers agricoles, les ouvriers agricoles n'ont pas de mots à dire. La preuve on les tue quand ils réclament leurs droits. Et même pendant le Covid, pendant que tout le monde était chez soi, pendant qu'on nous empêchait d'aller à la plage qui est en face de nous, les ouvriers agricoles, eux, ils allaient travailler. À tel point que leurs femmes les empêchaient de dormir avec elle ou bien avec lui. Ils dormaient dehors et il y en a même qui ont perdu leur femme et leur mari à cause de cela. Pourquoi? Parce qu'il faut emmener le dessert pour la France. C'est ce que le préfet a déclaré. Voilà, c'est ce qu'il nous a dit. Donc c'est pour vous dire que pour ces gens-là, rien n'est interdit, tout est possible. Et on aura beau dire que non, nous ne voulons pas de ça, eh bien ils vont continuer à tuer. Leur devise, c'est ça, tuer pour pouvoir régner. Et c'est là le cas, et c'est là où c'est malheureux. C'est pourquoi nous, on tient à lutter, parce que plus on regarde en face de nous, plus on est, puisque tous les jours, on est sur le terrain, le président et moi, et nous sommes contraints à avoir des ouvriers agricoles qui meurent à petit feu, même ceux qui travaillent, qui touchent un maigre salaire, qui n'ont même pas le SMIC, et ils passent leur temps chez le médecin par-ci par-là. Ce sont pour ainsi dire des esclaves, toujours esclaves en Martinique, et c'est déplorable. Moi je me dis, l'économie du pays, où ils disent que c'est la banane qui est l'économie du pays, eh bien ce sont les ouvriers agricoles qui souffrent et qui sont les moins payés. Voilà. Sur la question de éliminer du peuple martiniquais et guadeloupéen, qui est-ce qui a fait une fortune des béquets? Ce sont des Martiniquais. Toutes les cadres auparavant, c'était des Martiniquais, ils n'avaient pas. Mais il y a quelque temps, ils ont changé de stratégie, ils n'embauchent plus des cadres martiniquais. Et ceux qui embauchent des cadres canadiens, états-uniens, français, belges, et notamment l'établissement Ayot, et tous les Martiniquais, maintenant, les cadres sont obligés de partir à l'étranger. C'est une volonté d'éliminer. La casse béquet a comme objectif de vider la Martinique parce qu'ils ont fait un génocide par institution. Ils nous ont pris en Afrique, ils nous ont ramenés aux Antilles et ils ont assassiné
et toutes les Kalinago qui ne voulaient pas être esclaves. Mhm. Et là, ils sont en train de faire la même chose. C'est pourquoi on parle de génocide par substitution que Aimé Césaire a parlé. Et qu'est-ce qu'on voit? Il y a les béquets qui vivent en apartheid. Mhm. Ils ne se mélangent pas. Je ne sais pas si vous avez vu les derniers mètres de la Martinique. Mhm. Je l'ai vu. Et puis, il y a ceux qui arrivent, les Français, toutes les Européens, les Occidentaux qui arrivent en Martinique, ils vivent en apartheid aussi. Ils vivent en apartheid et ils ont un comportement très, très suprémaciste. Mhm. C'est des vrais suprémacistes. En Martinique, il y a une forte montée de... je dis pas, c'est pas raciste, c'est une forte montée il y a des chercheurs de la Sorbonne qui avaient travaillé sur ça. C'est l'animosité. Il y a une forte montée d'animosité contre ces deux groupes qui vivent en apartheid. Mais les Occidentaux qui arrivent, les Blancs, ils ne se mélangent pas avec les béquets non plus. Hein. D'accord. Parce Ok. que les béquets, il y en a quelques-uns qui se marient maintenant avec des femmes blanches. Mais il y a si on veut, il y a trois apartheid en Martinique. Il y a nous, Mhm. qui est beaucoup plus nombreux. Mhm. Il y a ceux qui arrivent, les Occidentaux qui arrivent, et puis les béquets. Alors c'est ça qui va nous amener. Moi, je vois la solution. Il faut qu'on retrouve nos souverainetés. Ce n'est pas question de l'indépendance. L'indépendance, c'est le Mali était indépendant, mais il n'y avait Ça pas de commence. souveraineté. Mhm. Hein? Alors, on veut, pour qu'on puisse résoudre tous ces problèmes-là, il faut qu'en Martinique, on a notre souveraineté. On voit tous les pays de la Caraïbe, ont leur souveraineté. Et ça marche très bien, mais ils prennent toujours modèle sur Haïti. J'allais l'évoquer en plus. Ils prennent modèle toujours sur Haïti, mais il n'y a pas qu'Haïti. Il y a cette ici, Barbade, Trinidad. C'est des pays qui fonctionnent et ils n'ont pas... il y a Cuba qui fonctionne très bien aussi, bien qu'ils ont un blocus, l'embargo blocus. Mais en Martinique, on est dans une situation qui va s'enflammer. D'ici n'importe quel jour. Il y a la question des terres en Martinique. La question des terres, il y a beaucoup... dans les années 90, on a travaillé sur ça. Il y avait des gens du Fonds national. Je sors de la question. J'aime ça, moi, quand on sort et qu'on revient. Moi, j'aime ça. Il y avait un gars du Fonds national, il y avait 2 gendarmes, il y avait des avocats qui passaient en Martinique, les 50 pas géométriques, ça appartenait au roi. Maintenant, ça appartient soi-disant à l'État. Alors, mais là, ils ont loué des maisons qui se trouvent sur les 50 pas. Ils ont payé les 2-3 premiers loyers. Et puis après, leur avocat dit non, monsieur, ce n'est pas votre maison qui est là, puisque le terrain ne vous appartient pas. Et il y avait un immeuble là-dedans, il y avait un laboratoire, tout ça. Et bien, on a déménagé ces gens, mais là, c'est reparti de Ça plus belle. recommence. Ça recommence. Mais c'est pas... Il y a des dizaines de cas. Quand ils arrivent en Martinique, pour eux, la Martinique leur appartient. Alors, il ne faut pas dire comme quoi c'est ta maison. Même Tout si est permis. Tout est permis. Et là, ce sera l'explosion. Parce que lorsqu'on se fâche, c'est chaud. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une 4e caste? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y aurait pas une 4e caste? Que vous avez parlé de 3 castes, c'est-à-dire les béquets, les blancs de la métropole qui viennent y habiter, et les habitants de Martinique et Guadeloupe. Oui. Est-ce que maintenant il n'y aurait pas une 4e caste, c'est-à-dire les Antillais qui vivaient en France et qui sont venus habiter aux Antilles, où ils s'intègrent directement à votre caste? Oui, ils s'intègrent, il n'y a pas de problème là. Ok, et d'accord. puis auparavant, il y avait, parce qu'en 1860, il y a beaucoup d'Indiens, parce que les esclaves ne voulaient plus travailler pour les maîtres. Alors, ils ont fait des Indiens venus d'Inde, et il y a beaucoup d'Indiens, mais tous ces gens-là, il y a
avant, on les appelait les coulis, des trucs comme ça, mais maintenant c'est fini ce truc-là, qui est indien, qui est noir africain, c'est les mêmes personnes, et puis il y a beaucoup de mariages. Moi j'ai beaucoup d'amis où est-ce que j'habite, c'est un quartier qui a beaucoup d'Indiens, mais il y a pas de problème, il y a pas de casse indien en Martinique. Il y a 3 casses en Martinique, nous qui est le plus nombreux, mais je ne peux pas dire que c'est un casse puisqu'on vit tous ensemble. Hein, mais c'est les autres qui ne vivent pas, ils vivent à côté avec une idée très très suprémaciste. Mais on m'a dit qu'il y a pas mal de gens de chez moi, des Maliens, des Sénégalais aussi. On m'a dit, enfin, il y en a quelques-uns en tout cas. Oui, il y en a. Voilà, quelques Maliens, quelques Sénégalais. Bon, on est partout dans le monde pour faire du commerce, pour. Voilà. Oui. Tous ces gens-là, ils travaillent avec les Martiniquais, il n'y a pas de problème. Je vous ai dit Dr Mbou, Dr Cuis, il y en a des agriculteurs, il y en a ceux qui sont musulmans. Oui, c'est ça, ils ont créé des lieux cultes, des mosquées, des choses comme ça. Il y a une mosquée, mais tout ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on vit ensemble. On se fréquente, mais les autres là. Je peux donner un exemple. Je vous en prie. Je peux donner un exemple. Ça se passe dans les années 1925-1927. Mon papa était apprenti charpentier. Ok. Eh bien, il y a 2 Noirs qui sont venus chez le Béquet. C'était la force marin, et bien costumés, tout ça. Et puis, ils ont dit, bon, ben... ils sont entrés dans le salon, ils ont pu parler avec le Béquet. Peut-être c'était des députés, on ne sait pas c'était qui exactement. Mon père avait, dans les 14-15 ans, il ne savait pas c'était exactement c'est quoi les gens étaient venus. Mais c'est ce qui s'est passé après. Lorsque les Noirs sont partis, costumés, tout, eh bien, le Béquet de la Force a dit casser ce verre parce que des Noirs ont bu là-dedans, c'est empoisonné. Et alors la servante qui est une Martiniquaise noire, elle dit monsieur Lafosse, je récupère. Il a dit non, tu ne peux pas récupérer, je casser les verres. Ils ont cassé les 4 verres parce que les Noirs ont touché les verres, ils ont bu là-dedans. Alors c'est ça, ils ont bu. Et c'est ça, cet esprit-là qui existe toujours. Il y a quelques jeunes, on a rédigé un document sur la case Béquet, je vais peut-être l'envoyer. Je veux bien. Et il y a quelqu'un jeune qui est venu nous voir, qui nous dit il ne faut pas enlever un mot là-dedans, parce que ces messieurs ne veulent pas sortir dans la situation de casse et suprémaciste qu'ils sont. Il ne faut pas supprimer un mot là-dedans. Il y a quelques jeunes Béquets, quelques anciens aussi, qui essaient de faire quelque chose, mais moi je pense ils ont un marqueur génétique. Ils ont un marqueur génétique de suprémaciste et ils ne vont pas changer. Et nous, on a un marqueur génétique d'esclaves. Pour finir, car nous arrivons tout doucement à la fin de notre entretien. Dis-moi, tu voulais rebondir sur tout ce qui a été dit. Dis-moi. Alors je voulais rebondir déjà sur un autre truc, parce que tout à l'heure, quand on a parlé du chlordécone et de son application, on a parlé de la fin années 90, mais comme les Béquets, et ils l'ont très bien expliqué, sont clairement au-dessus. On a retrouvé, je crois, c'est en 2008, plusieurs tonnes de chlordécone ont été retrouvées, c'était 2008. Oui. 9 tonnes, je crois, de oui, mémoire. Il y en a, jusqu'à maintenant, il y en a. Donc, c'est interdit, mais il y a toujours. Mais ce que je voulais revenir aussi, c'est que moi, qui suis là, français en Occident, quand je me suis renseigné sur tout ça, c'est dingue, hein, ça va être presque un trait d'humour en le disant, mais j'ai jamais compris un mec comme Zemmour qui me parle du grand rassemblement ici. Du grand remplacement. Remplacement. Oui, c'est ça. Ils mettent des mots comme ça des fois, pardon. Mais un lapsus qui on s'est compris. Le grand remplacement ici. Et quand j'ai entendu parler de la situation qui est aux Antilles, c'est cette sensation qu'il y a, en plus du génocide par substitution, on a cette sensation que moi, par exemple, je pense que j'aurais moins de mal à trouver du travail. D'autant plus que je pense que vous pouvez mieux expliquer la situation des primes de vie chères, des zones d'habitat avec de l'eau potable et des zones d'habitat où il n'y a pas d'eau potable. Qui a le droit, qui a plus de facilité à les avoir, ce sont nous, c'est nous. Donc, j'ai cette sensation où on cultive, qu'on les vire. On peut pas le dire autrement, si je résume bien. Mais
J'allais terminer, mais en fait, il m'a... Je t'ai relancé. Ton propos m'a relancé. Et je sors. Mais t'inquiète. Où en est le combat du LKP, de Elie Domota? Parce qu'en 2009, ça a été comment dire, ça a été impactant en 2009, ce qui s'est passé. Et où on est... D'ailleurs, cet homme-là, j'aimerais le rencontrer. Je ne sais pas si vous avez des liens avec lui, mais j'aimerais bien le rencontrer, qu'il vienne ici. Ou sinon, je me déplacerai directement à lui. On a eu la même chose en Martinique en 2009. C'est l'une des manifestations qui avait des milliers et des milliers de personnes en Martinique. Mais Elie Domota a pu démontrer que au niveau communication différent en Martinique, on a mené la lutte en 2009 et ça a démarré en Martinique. Parce que dès début 2009, on a dit on a mené une enquête sur la vie chère. Et ça a débouché sur une manifestation dès décembre 2008. Et c'est là, c'est parti. Et comme ça, mais Elie Domota a pu cristalliser la chose beaucoup plus que nous en Martinique. Puisque, même pour la question l'empoisonnement du peuple martiniquais et guadeloupéen, on n'a pas la même histoire. Il y a Victor Hugo qui a massacré les Békés, et il y a eu des découpations de terre. La plupart des terres en Guadeloupe appartiennent à des petits planteurs. Bon, les Békés commencent à racheter énormément aussi, hein, mais on n'a pas bénéficié de l'abolition le premier d'abolition qu'il y a eu en Guadeloupe. La Martinique n'a pas bénéficié de cette abolition. Et alors on n'est pas exactement la même histoire entre Martinique et Guadeloupe. Il y a des différentiels. Il y a des différentiels qui jouent énormément contre la Martinique, parce que les Békés ils se sont sauvés vers la Martinique et ils nous ont aujourd'hui, c'est cet héritage qu'on a. Je parlais de Elie Domota. Pour moi, c'est l'un des derniers, si ce n'est pas le dernier grand homme politique français, mais ça c'est mon avis. Monsieur Elie, nous sommes là. Pour finir, il y a très peu, il y a eu une grève des agriculteurs en France, une grève qui a pris une certaine ampleur. Et du coup, moi, ma question est la suivante pour finir. Vous êtes-vous senti concerné ou même dans... Comment dire? Après, je pense que vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il y a des castes au niveau des agriculteurs. Est-ce que les agriculteurs de la métropole sont mieux considérés que les agriculteurs des Antilles françaises? Cette grève, on n'est pas tellement concerné, puisqu'on sait à Martinique, c'est la FNSEA qui mène la danse. Et on sait la FNSEA, à la fin, ils signent des accords qui sont tous à bénéfice pour les gros céréaliers, des trucs comme ça, mais les paysans même sont toujours en grande difficulté après ces grèves-là. Bien souvent, ils sont obligés de vendre leur terre, tout ça, puisqu'ils sont... C'est fait, ces grèves-là, c'est fait pour qu'on puisse éliminer les petits paysans, pour avoir des grandes exploitations en France, mais menées par la FNSEA. En Martinique, le corps des Békés, ils ont fait appel à manifester, mais ça n'a pas marché, puisqu'ils sont tous au FNSEA. Ouais. Patricia, qu'en pensez-vous? C'est à peu près la même chose. Chez nous, quand il y a une grève, les gros font leur grève, les petits, il y en avait une quantité qui se manifestait avec eux. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, la récompense vient toujours aux gros et les petits se retrouvent sans rien. Donc nous, en Martinique, nous essayons de travailler avec les petits planteurs parce qu'ils souffrent énormément. Ils n'ont pas cette histoire de poser comme il expliquait tout à l'heure. Ils vont et ce sont toujours les gros qui mènent. Quand il y a une manifestation de la banane, ils font tout pour mobiliser tout le monde. Et puis à la fin, c'est eux qui ont gain cause. Voilà. Ils ramassent tout. Voilà. Et toi, monsieur Chacha, quel est ton point de vue sur cette question?
parce que ça m'évoque surtout le fait que, en plus des combats des ouvriers agricoles, on peut remarquer, et je vous laisserai vous renseigner, peut-être que tu feras une émission dessus même plus tard. Vous avez, il y a plein d'histoires hein, qui circulent aux Antilles. C'est pas des histoires qu'on raconte, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez les grands frères, vous avez Kezia, vous avez toute personne qui s'est opposée pour même des buts des fois différents, enfin liés, mais pas directement le sujet agricole. Les personnes sont jugées avec une sévérité implacable. Je me demande en temps extérieur, est-ce que je comprends bien les droits des citoyens d'outre-mer, je le précise. Donc dans ce cadre-là, c'est quelque chose aussi qui est très important. Si vous voulez, ici en Hexagone, on a eu les Gilets jaunes. Et je crois que les Gilets jaunes, de mémoire, c'est 600 000 arrestations. C'est ça, 600 000 arrestations. Et déjà, ça a calmé. Ça a calmé fort, ici, les gens. Je ne sais pas comment ça calme quand on part en prison à 8 heures de vol. Parce que, sauf erreur de ma part, je ne me trompe pas, on a des gens qui sont arrêtés, jugés hors de la Martinique ou Guadeloupe, qui sont amenés ici. Et qui, en plus de ça, du coup, font leur peine. Ils ne font pas leur peine aux Antilles. Donc, comment est-ce qu'on vit une peine de prison quand on n'a pas de parloir, pas de famille? C'est une réalité qui ne parle pas peut-être à beaucoup de personnes, coupables ou non coupables. Attention, je ne reviens pas sur des crimes, sur des hauts crimes. Hein. Là, je parle de gens qui ont manifesté pour leurs droits. Si vous voulez, il y a un mec, il a mis une tarte au président, il a fait 6 mois, quoi. Et puis il est ressorti. Attention, moi je suis content, hein. J'aime beaucoup cette claque, je la trouve très belle. Non, elle est très belle parce qu'elle parle à beaucoup de Français. Mais aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose que je voulais évoquer suite à tout ce qui a été dit, c'est quelle est la conséquence? Nous n'avons pas la même conséquence. Comment ça se passe pour un Antillais de la 3e caste, puisque vous avez défini en 3 castes, de la première, parce que c'est eux les premiers à la base, donc de la première caste, comment ça se passe pour eux. Donc je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'on doit en France regarder. Du coup, il a parlé des Gilets jaunes. Patricia, quel a été l'impact des Gilets jaunes aux Antilles? Enfin, en tout cas en Martinique, en Guadeloupe. Est-ce qu'il y a eu des Gilets jaunes en Martinique et en Guadeloupe? C'est pour ça que j'ai... Tu me relances à chaque fois. Là. On n'a pas connu... Ça n'a pas marché. Il n'y a pas eu de suite, rien du tout chez nous. Ça n'a pas marché aux Antilles, parce que les gens n'ont pas les mêmes problématiques que les Gilets jaunes. C'est ce que je voulais rajouter, avant de terminer, que c'est ce qu'on demande à l'État français. On demande qu'ils mettent en place la question soins pour le peuple martiniquais, parce que le centre régional des maladies professionnelles ne fonctionne pas. Ils n'ont pas des locaux adéquats. Et puis, on me demande une enquête épidémiologique. On avait trouvé les financements pour cette enquête épidémiologique sous les ouvriers agricoles, mais ils ont massacré. La personne qui devait faire l'enquête épidémiologique pour nous, c'est Dr Sylvie Merle. Ils ont coupé toute subvention sur elle. Elle faisait partie de l'Observatoire de la santé. Et pour l'instant, sans cette enquête épidémiologique, on ne peut pas savoir au niveau recherche quelle recherche il faut ouvrir pour qu'on puisse faire des recherches sur les ouvriers agricoles. Et effectivement, ils disent comme quoi, ouais, on fait Canari 2. Mais Canari 2, c'est l'ensemble peuple martiniquais et puis quelques ouvriers agricoles là-dedans. Mais ça, on voulait une photographie des pathologies pour qu'on puisse mettre ces pathologies en maladie professionnelle. Et ça se fait pas en Martinique pour l'instant. Et on continue de mener le combat pour qu'on puisse avoir cette enquête épidémiologique. Et puis, la question de retraite des ouvriers agricoles. Exactement. Et c'est important parce que les ouvriers agricoles, on connaît ceux qui ont travaillé 20 ans. Il y en a une qui a travaillé 40 ans, 42 ans. Elle est décédée maintenant. Elle a eu que 200 € de retraite. Parce que c'est scélérat. N'ont pas déclaré les ouvriers agricoles, puisque en ce temps-là, c'était des journaliers. Ils déclaraient peut-être sur un trimestre, ils déclaraient une semaine, quoi. Et puis, les gens croyaient, ils avaient les fiches de paye.
Maintenant, ils vont là, c'est sur la fiche de paie, ils vont dire ça ne vaut rien, ça, puisque vous n'avez pas été déclaré à l'URSSAF. Alors, ça, c'est un autre crime. Et les ouvriers agricoles se trouvent dans un état au niveau finance très très grave. Et on est obligé, le collectif est obligé de les aider. Ceux qui veulent venir ici pour se soigner, les billets d'avion sont très chers et il faut trouver des logements pour qu'ils puissent se soigner à l'hôpital du jour. Et ça, on demande les moyens que l'État doit mettre en place. Soit il met en place au CHU des services pour soigner les gens, ou sinon il faut mieux, sinon il faut payer pour eux pour qu'ils puissent venir se soigner en France, quoi. Parce que les gens, il y en a qui décèdent faute de soins. Et voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Et puis je voulais juste dire, la situation des ouvriers agricoles empoisonnés, c'est catastrophique. C'est toute une génération qui souffre énormément. Ils vont partir très tôt. Et en plus, aujourd'hui, les Martiniquais ne travaillent pas dans la banane. Ils refusent de travailler dans la banane. Il n'y a que nos camarades haïtiens, caribéens, tous les autres caribéens qui viennent travailler dans la banane en Martinique. Et ils vont être intoxiqués exactement pareil comme les Martiniquais. Ils sont exploités. Hein, ils sont exploités énormément, puisque leur titre de séjour, c'est le patron qui détient les titres de séjour. Et qui signe des titres de séjour à Tire-Larigot avec le préfet pour que les Caribéens viennent travailler dans la banane, puisque les Martiniquais ne veulent pas s'empoisonner. Je les comprends, parce que c'est pourquoi on dit les Martiniquais ne pas aller dans les champs de bananes faire du sport, puisque dernièrement on a vu la veille ils mettaient du fongicide. Et le demain matin, il y avait une dizaine de personnes qui faisaient du vélo tout terrain dans un champ de bananes. Et au moment où on fait le vélo, on respire énormément. Et ça, c'est des gens qui mettent leur vie en danger. Comme on l'a fait pendant tout au long de notre entretien, on a beaucoup digressé. On est parti là-bas pour revenir ici. Et on va digresser une dernière fois car il nous reste 10 minutes sur deux petites thématiques. Enfin, deux petites grandes thématiques en vérité. On sait que les départements d'outre-mer sont les départements les plus violents de France, via la violence, à travers les gangs, à travers des jeunes. Vous, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire de tout ceci, Patricia, de cette violence qu'il peut y avoir, en tout cas dans certains endroits aux Antilles? Parce que d'après les chiffres... La violence qui se passe en Martinique, donc je pense que c'est dû au fait que les jeunes n'ont pas de travail. On a beau dire soi-disant que on sait qu'il y a des addictions aussi qui sont mêlées à tout ceci, le crack. Que le chômage augmente, mais le plus souvent, ce sont ceux qui sortent de là-bas qu'on donne le travail au lieu de donner aux Martiniquais le boulot. Et le vice-versa, ils font en sorte que le Martiniquais, une fois qu'il a ses diplômes, tout, qu'il reparte en France. Et il y a tout un contingent de France qui rentre au pays. Donc, voyant cela, donc les jeunes se rebellent, puisqu'ils ne se font pas écouter, ne sont pas écoutés du tout, et ça provoque de la violence, de la délinquance, etc. etc. Donc, la violence, c'est ça. Et ça fera que s'aggraver. Et comme je disais à M. Cyrinus dernièrement, je pense que les autorités font tout pour provoquer justement la jeunesse. Parce que quand on voit certaines choses qui se passent sur le réseau, on se dit que c'est un fait exprès, c'est une provocation pour pouvoir générer une guerre civile en quelque sorte. Et je pense que c'est ça, parce que nous avons une grève dernièrement, une mobilisation dernièrement, je crois que c'était au mois de octobre-novembre, et les jeunes ont lutté avec nous. Les jeunes étaient sur les barrages avec nous. Les jeunes nous écoutaient attentivement. Et quand on les écoute parler, ils nous disent qu'ils sont dans l'oubli. Ils sont dans l'oubli. Donc, ils ne peuvent plus tenir. Donc, il faut qu'ils agissent. Malheureusement, les autorités sont là et ils ne font que tabasser les autres, etc., etc. Voilà. Dernière... Je vous en prie. Oui, il y a les enseignants.
Tous les ans, il y a une soixantaine d'enseignants qui passent CAPES, ils passent pour faire professeur en Martinique. Eh bien, tous ces enseignants-là, ils les envoient en France. Et puis, il y en a ceux qui rentrent. Il fait les enseignants français d'origine de différentes régions rentrent en Martinique. Et les 60 enseignants qui sont... Et ça pose beaucoup de problèmes. Chez nous, ça pose problème de la question de l'éducation, puisque nous, on a notre manière à vivre, on a notre manière de créole. On parle beaucoup de créole à l'école. Si on peut expliquer à un enfant quelque chose en français, ça ne marche pas. Mais si on fait l'image pour lui en créole, il comprend les définitions. Mais ces gens-là, ils ne sont pas adaptés à faire de l'enseignement chez nous. Alors, ça pose la question échec scolaire. Et depuis, ça s'est mis en place et au recul avance énormément. Dernière chose, j'ai vu dans les chiffres que la Martinique et la Guadeloupe font, je crois même, en dépit du fait que ce sont de petites îles, premiers consommateurs de champagne au monde. C'est ce que j'ai cru. Enfin, j'ai vu ça dans des chiffres. Je ne sais pas si ces chiffres sont vrais, mais est-ce que c'est vrai? C'était il y a une dizaine d'années, mais là, c'est fini. Ok, d'accord. Les gens n'ont plus d'argent. Il y a un moment, il y avait des bouteilles de champagne qui coûtaient, je crois, les 40 €. Le béquet savait qu'il y avait une manifestation du côté de son grand slip service. Eh bien, il a mis une bouteille de champagne à 14,90 €. Eh bien, alors on est arrivé là, les manifestants, j'étais là-dedans, et puis c'était tout ça pour la question chlordécone. Et puis les gens ont entendu une bouteille de champagne 40 €, 14,90 €, alors les gens sont hurlés, et puis il y a failli avoir un affrontement entre Martiniquais, mais ça c'était fait délibérément. C'était volontaire. C'était volontairement, ils ont fait ça pour monter les Martiniquais les unes contre les autres. Mais on a pu discuter avec les gens, ils ont compris que c'était une manipulation du béquet pour monter les Martiniquais contre les Martiniquais. Ouais, les béquets, je ne sais pas s'ils sont martiniquais. Ils se disent martiniquais, mais ce ne sont pas des martiniquais. Mais c'est des gens... à la Révolution. Les béquets, c'est des gens que je connais très bien, puisque ma grand-mère, elle était accoucheuse. Et c'est elle qui accouchait toutes les femmes béquets dans la région. Et il y en a qui passaient le voir de temps en temps. Et mon père, il faisait du combat de coq. Ok. Il faisait du combat de coq. Et les béquets aiment combat de coq. Et la famille de base, mon père soignait les coqs pour eux. Mon père était beaucoup plus soignant. Il soignait les coqs pour eux. Ils partaient dans la forêt pour mettre les coqs au vert, tout ça. Et puis les poules aussi. Et puis, c'est des gens qu'on côtoyait en cette période, mais maintenant, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Et puis, il y en a même un que je connais très bien, parce que mon métier, c'est l'automobile. Okay. Alors, il est décédé maintenant. C'était un monsieur Gouillet. Eh bien, il m'a vu lorsqu'on a créé l'UGTM Ouvrier Agricole. L'UGTM, il y avait l'UTAM et puis après ils ont créé l'UGTM. Et puis il m'a vu le jour que la création de l'UGTM dans la salle. Eh ben, j'ai réparé des tracteurs pour eux, les jeeps Dover, tout ça qu'ils avaient. C'est moi qui travaillais sur l'habitation. Ils venaient au garage, je ramenais la voiture pour moi. Et puis, lorsqu'il m'a vu, là, le lundi matin, il est passé, il m'a dit, ça vous fait en créole, hein, ça va? J'ai dit oui, ça va. Il m'a dit, bon, ben, tu as quelques factures là, j'ai quelques factures là, tu fais les factures pour moi. Je lui dis, mais non, mais je vais te donner ça après. Puis il habitait dans le quartier, on se connaissait. Et il m'a dit, non, hier j'étais vu dans le truc de syndicat là,
eh ben, à partir de maintenant, tu ne travailles plus pour nous. Alors, j'ai dit, bon, ben d'accord, je fais la facture pour lui. Je lui ai donné les factures, il a fait le chèque. Et puis, il est parti. Il m'a dit, bon, ben, nous pas fâchés, on n'est pas fâchés. On n'est pas fâchés, mais tu peux travailler pour nous. Voilà. Okay. Ouais, en tout cas, c'est ce genre de rapport-là qu'on a. Voilà. Mais il y a eu le drame de la Martinique, c'est que il y a eu Victor Hugo a fait beaucoup de béquets entre en Martinique et le roi leur a donné toutes les terres parce qu'on ne pouvait pas les dédommager de tous les esclaves. Alors le roi dit, ah ben prends les terres. Ouais, ben voilà, on est là. Ils ont fait le monoculture de la canne, après monoculture de la banane, et puis là, on est tous empoisonnés. C'est un crime contre l'humanité. Ouais. Sur ces mots, je vous remercie. Et ma question n'était pas anodine concernant l'alcool, car on sait que pour endormir ou lobotomiser des peuples, à un moment donné, les chefs occidentaux sont passés par cette stratégie, cette méthode, ne serait-ce que par rapport aux Amérindiens et plein d'autres peuples. On passe par la méthode de transmettre, mettre à disposition, cadeau empoisonné, exactement, de l'alcool, des drogues, endormir, voilà, c'est une manière d'endormir les gens et une manière d'éviter qu'ils se révoltent, comme dirait un certain rappeur. Et voilà, c'est pour ça que ma question n'était pas anodine, et ça sera un thème que nous allons traiter d'ici peu dans cette émission, car il est important que nous traitions de ce thème. Ouais. Dans le rhum, il y a Claudicon, hein? J'ai oublié de parler du rhum, j'ai parlé du champagne, mais le rhum... Le rhum, il y a du Claudicon, sauf celle de la distillerie qui se trouve du côté de Carbet, parce que les terres n'ont pas Claudicon, mais dans les deux premiers parties là, il y a une partie là, il y a une partie là, il y a beaucoup de chlordécone là-dedans. Et au boyage, tout est boyé en même moment. Et alors, il y a du chlordécone dans le rhum. Ouais. Sachant que le rhum est, et c'est une boisson nationale consommée, hautement aux Antilles. Ouais, consommée par tout le monde. J'en bois très peu. Mais j'en bois quand même. Quand il y a des copains qui sont venus, un peu rhum sec citron. Là. En tout cas, je vous remercie et je tiens en tout cas à en placer une, car j'ai été artiste à un moment donné, donc j'aime bien faire des dédicaces à un de mes gars qui s'appelle Frédéric Raïm, qui vit aux Antilles maintenant, qui a grandi avec nous à Grigny, qui fait partie de mon équipe du CDR et qui est parti vivre aux Antilles, et un ami aussi à moi qui est dans la musique qui s'appelle DJ Jairo, pareil, parti vivre aux Antilles aujourd'hui. Voilà, ils viennent de chez nous à Grigny. Merci à vous. Merci pour tout ce que vous avez dit. Merci à toi, Chacha. Merci à toi. Parce que ce que nous nous sommes dit est important et comme dirait un grand auteur, en tout cas, qu'il a écrit dans un texte de rap et qu'il a interprété, du nom de Alix Mathurin, qui est haïtien, né en Guadeloupe, alias Kerry James, le combat continue. Nos frères haïtiens. Voilà, c'est ça. Merci à vous. Merci.